Imaginez un pays ravagé par la sécheresse, où chaque goutte d'eau vaut de l'or, et où la terre craquelée refuse obstinément de donner la vie. Maintenant imaginez que ce même pays prend une décision qui va choquer le monde entier et faire trembler les puissances occidentales. Enterrer 200 tonnes de pastèques dans le désert brûlant du Sahel. Les journaux internationaux ont ri, les experts ont levé les sourcils, et les institutions financières mondiales ont paniqué. Mais derrière ce geste apparemment absurde se cache une révolution silencieuse qui pourrait changer le destin de toute l'Afrique. Le président Ibrahim Traoré vient de lancer un défi sans précédent au système néocolonial qui maintient l'Afrique dans les chaînes de la dépendance. Si vous voulez découvrir pourquoi une simple pastèque fait trembler les multinationales européennes et pourquoi cette initiative pourrait libérer tout un continent, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo explosive. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vérité que les médias mainstream tentent de vous cacher. Dans les étendues arides du Burkina Faso, là où le soleil brûlant transforme la terre en poussière craquelée et où chaque goutte d'eau représente un trésor inestimable, une révolution d'un genre totalement nouveau est en train de prendre racine. Cette révolution ne fait pas de bruit, elle ne brandit pas d'armes, elle ne proclame pas de slogans violents dans les rues. Elle se déroule sous la surface, littéralement enfouie dans les entrailles d'un sol qui semblait avoir abandonné tout espoir de fertilité. Le président de transition Ibrahim Traoré, figure emblématique d'une nouvelle génération de leaders africains, a lancé une initiative qui défie toute logique conventionnelle et qui fait trembler les fondations même du système néocolonial qui maintient l'Afrique dans une dépendance perpétuelle. Cette initiative porte le nom évocateur de projet Oasis, un programme audacieux qui consiste à enterrer des centaines de tonnes de pastèques dans le désert du Sahel, transformant ainsi ce qui pourrait ressembler à un gaspillage absurde en une stratégie brillante de régénération agricole et de résistance économique. L'image peut sembler surréaliste, presque provocante dans sa simplicité déconcertante. Des camions chargés de pastèques traversant les paysages désolés du Burkina Faso, des équipes d'agriculteurs creusant méticuleusement des fosses dans une terre qui refuse obstinément de donner la vie, et ces fruits juteux, gorgés d'eau et de nutriments, disparaissant progressivement sous des monticules de sable. Pour les observateurs extérieurs, particulièrement ceux des capitales occidentales habituées à dicter les politiques de développement africain, cette vision évoque immédiatement le scandale et l'incompréhension. Comment un pays où des millions de personnes luttent quotidiennement contre la faim et la malnutrition peut-il se permettre d'enterrer de la nourriture? Comment justifier un tel acte dans un contexte où chaque calorie compte, où chaque fruit pourrait nourrir un enfant affamé? Les éditoriaux des grands journaux internationaux, de Londres à New York en passant par Paris, se sont empressés de dénoncer ce qu'ils percevaient comme une folie populiste, une diversion politique irresponsable orchestrée par un régime militaire cherchant désespérément à détourner l'attention des véritables problèmes du pays. Pourtant, derrière cette apparence d'absurdité se cache une logique scientifique rigoureuse, une compréhension profonde des mécanismes naturels de régénération des sols, et surtout une volonté politique inébranlable de briser les chaînes de la dépendance qui étranglent l'Afrique depuis des décennies. Les pastèques, ces fruits apparemment ordinaires, possèdent des propriétés extraordinaires lorsqu'on les considère non pas comme de simples aliments mais comme des vecteurs de transformation écologique. Composées à plus de 90% d'eau, elles constituent des réservoirs naturels d'hydratation qui, une fois enfouis dans le sol, libèrent progressivement leur précieuse humidité au fil des semaines et des mois. Cette libération lente et continue crée un environnement propice au développement de micro-organismes essentiels à la fertilité du sol, ces bactéries et champignons microscopiques qui transforment la matière organique en nutriments assimilables par les plantes. De plus, les pastèques sont riches en minéraux essentiels comme le potassium, le calcium et le magnésium, ainsi qu'en carbone organique, tous des éléments fondamentaux pour reconstituer la structure d'un sol dégradé par des décennies d'agriculture intensive et de sécheresse climatique. Les premiers résultats obtenus sur les parcelles expérimentales ont dépassé toutes les espérances, même les plus optimistes parmi les agronomes qui supervisaient le projet. Dans les zones où les pastèques avaient été méthodiquement enfouies, l'humidité du sol persistait jusqu'à 14 jours après les précipitations, alors que dans les parcelles témoins non traitées, cette humidité disparaissait en moins de 4 jours, absorbée par l'air sec et évaporée sous l'implacable soleil sahélien. Cette rétention prolongée de l'eau représente une différence cruciale pour la survie des cultures dans une région où les pluies sont rares et imprévisibles. Les semis de mil et de niébé, ces céréales et légumineuses qui constituent la base de l'alimentation burkinabé, germaient presque 2 fois plus rapidement dans les sols traités, et leurs racines pénétraient plus profondément dès la 3e semaine de croissance, leur donnant une meilleure chance de résister aux périodes de sécheresse. L'activité microbienne dans ces sols enrichis augmentait de 35%, créant un écosystème souterrain vibrant et productif là où régnait auparavant une stérilité presque complète. Mais le projet Oasis ne se limite pas à une simple innovation technique ou à une expérimentation agronomique de plus dans un continent qui a servi de laboratoire à d'innombrables projets de développement imposés de l'extérieur. Dès sa conception, Ibrahim Traoré a donné à cette initiative une dimension profondément politique, la transformant en un acte de résistance contre un système mondial qui maintient délibérément l'Afrique dans un état de subordination économique. Dans une allocution nationale qui a marqué les esprits par sa clarté et sa détermination, le président a déclaré avec force:
Si le monde ne nous vend des engrais qu'avec des chaînes attachées, alors nous créerons la fertilité avec ce que notre terre nous donne déjà. » Ces mots, simples mais chargés d'une puissance symbolique considérable, résonnaient comme une déclaration d'indépendance économique, un refus catégorique de continuer à accepter les conditions humiliantes imposées par les multinationales et les institutions financières internationales. Le Burkina Faso, comme la plupart des nations sahéliennes, dépend massivement des importations d'engrais chimiques produits principalement en Europe, des produits dont les prix fluctuent selon les caprices des marchés internationaux et dont l'accès est conditionné par des prêts assortis de multiples contraintes politiques et économiques. Cette dépendance aux intrants agricoles importés représente un piège économique particulièrement vicieux, un cercle vicieux qui maintient les agriculteurs africains dans une précarité permanente et enrichit simultanément les actionnaires des compagnies agrochimiques occidentales. Chaque année, le Burkina Faso dépense des dizaines de millions de dollars pour importer des engrais dont la composition et le prix sont déterminés ailleurs, sans aucune consultation des besoins réels et des capacités financières des paysans burkinabés. Un retard dans les livraisons, une crise politique dans un pays producteur, une hausse spéculative des prix sur les marchés mondiaux, et ce sont des récoltes entières qui sont compromises, des villages entiers qui basculent dans la famine. Cette vulnérabilité structurelle ne résulte pas d'un manque de compétences ou de ressources locales, mais d'un système délibérément conçu pour maintenir les anciennes colonies dans un état de subordination économique qui perpétue les relations de pouvoir de l'époque coloniale sous des formes apparemment plus acceptables. Rompre cette dépendance n'est donc pas simplement une question de technique agricole, c'est un impératif de souveraineté nationale, une condition nécessaire pour que le Burkina Faso puisse véritablement contrôler son destin. D'un point de vue strictement économique, les enjeux du projet Oasis sont considérables et pourraient transformer radicalement l'équation financière du développement agricole burkinabé. Selon les estimations préliminaires du ministère des Finances, si les techniques d'enfouissement organique étaient adoptées à une échelle significative sur l'ensemble du territoire national, les importations d'engrais chimiques pourraient être réduites de 15% dans les 5 prochaines années et potentiellement de 30 à 40% dans une décennie. Cette réduction représenterait des économies annuelles de plusieurs dizaines de millions de dollars, des sommes colossales qui, au lieu d'être transférées aux comptes bancaires des multinationales étrangères, pourraient être réinvesties dans les infrastructures nationales, électrification des zones rurales, construction d'écoles et de centres de santé, amélioration des routes et des systèmes d'irrigation, formation des agriculteurs aux techniques agroécologiques. L'argent qui quitte actuellement le pays sous forme de paiement pour des intrants importés pourrait circuler dans l'économie locale, créant des emplois, stimulant la consommation domestique et renforçant la résilience économique du pays face aux chocs extérieurs. Les pastèques ne représentent que le début d'une transformation potentiellement beaucoup plus vaste de l'approche burkinabé en matière de fertilité des sols et d'autonomie agricole. Les autorités gouvernementales évoquent déjà l'extension du concept à d'autres matières organiques disponibles en abondance dans les zones rurales du pays, des ressources qui sont actuellement considérées comme des déchets sans valeur mais qui pourraient être transformées en or vert pour l'agriculture. Les pots de mangue, qui jonchent les marchés par milliers pendant la saison des récoltes, les écorces d'agrumes qui pourrissent dans les décharges, les coques d'arachides qui s'accumulent après le décortiquage, les balles de mil abandonnées après le battage des céréales, tous ces résidus organiques contiennent des nutriments précieux et pourraient contribuer à reconstituer progressivement la fertilité des sols sahéliens. L'objectif stratégique est de construire un modèle agricole complètement découplé des intrants étrangers, un système fondé sur la réutilisation intelligente et systématique des ressources locales, sur la compréhension des cycles naturels et sur la valorisation des savoirs traditionnels souvent méprisés par les experts internationaux qui imposent leurs solutions standardisées sans comprendre les réalités locales. Sur le terrain, la mise en œuvre du projet Oasis a commencé de manière relativement discrète, presque expérimentale, avec des équipes agricoles déployées dans les provinces les plus reculées et les plus touchées par la désertification. Des camions remplis de pastèques fendues, trop mûres ou invendables pendant la haute saison de production, ont pris la route vers les zones les plus desséchées du pays, là où la terre craquelée semble avoir renoncé à tout espoir de productivité. Dans ces endroits oubliés, des fosses ont été creusées méthodiquement dans la croûte sableuse durcie par le soleil, et les fruits ont été déposés avec soin, recouverts ensuite de terre et laissés à leur lente décomposition souterraine. Un détail crucial mérite d'être souligné. La majorité des pastèques utilisées dans ce projet n'auraient jamais atteint les marchés urbains de toute façon, condamnées à pourrir dans les champs faute de chaînes logistiques efficaces ou victimes d'un surplus saisonnier que les infrastructures de stockage insuffisantes ne peuvent absorber. Plutôt que de laisser cette nourriture se décomposer inutilement ou saturer les entrepôts rudimentaires des villages, le gouvernement a choisi de la transformer en réservoir souterrain de vie, en incubateur de fertilité future. Cette approche pragmatique répond ainsi à une double problématique: réduire le gaspillage alimentaire tout en régénérant les sols, transformer un problème en solution, une perte en investissement pour l'avenir. Le véritable tournant dans l'histoire du projet Oasis, le moment où cette initiative agricole relativement modeste s'est transformée en un événement géopolitique majeur, n'est pas survenu dans les champs burkinabés, mais dans les bureaux climatisés et luxueux d'une association commerciale européenne située quelque part entre Bruxelles et Paris. 6 semaines seulement après l'enfouissement des premières pastèques, alors que les agronomes commençaient à peine à observer les premiers effets sur les sols traités,
un document confidentiel d'une importance capitale a été divulgué sur Internet, provoquant un séisme dans les milieux diplomatiques et commerciaux internationaux. Ce document, un mémorandum interne rédigé par une puissante association regroupant les principaux producteurs et distributeurs européens d'engrais chimiques, révélait avec une franchise brutale les véritables inquiétudes des industries agrochimiques face à l'expérimentation burkinabé. Le ton du texte était ouvertement alarmiste, presque paniqué, et les recommandations qu'il contenait dévoilaient sans détour les mécanismes de manipulation et de contrôle que ces industries sont prêtes à déployer pour protéger leurs intérêts commerciaux en Afrique. Le mémorandum commençait par une évaluation économique froide et calculée. Si la méthode développée par le Burkina Faso se révélait véritablement efficace et si elle était adoptée par d'autres pays de la région sahélienne, la demande d'engrais importés pourrait s'effondrer de manière catastrophique pour les compagnies européennes, entraînant des pertes financières se chiffrant en milliards de dollars sur une période de 5 à 10 ans. Les auteurs du document soulignaient que l'Afrique de l'Ouest représente un marché captif extrêmement lucratif, un continent où des millions d'agriculteurs dépendent des intrants chimiques pour maintenir une productivité minimale dans des sols appauvris par des décennies d'agriculture intensive imposées pendant et après la période coloniale. La perspective de voir ce marché se contracter ou même disparaître progressivement au profit de solutions organiques locales constituait une menace existentielle pour ces industries, une remise en question fondamentale de leur modèle économique basé sur la dépendance perpétuelle des pays africains. Mais ce qui rendait ce mémorandum particulièrement révélateur et choquant, c'était moins l'analyse économique elle-même que la stratégie de réponse proposée, une stratégie qui n'avait rien à voir avec la science ou le débat rationnel, mais tout à voir avec la manipulation de l'opinion publique et la guerre informationnelle. Le document ne proposait aucunement d'engager un débat scientifique honnête sur les mérites comparés des engrais chimiques et des méthodes organiques, aucune suggestion de financer des études indépendantes pour évaluer objectivement l'efficacité du projet Oasis, aucune ouverture vers un dialogue constructif avec les autorités burkinabées. Au contraire, les recommandations stratégiques étaient purement cyniques et manipulatrices, révélant les méthodes que les intérêts économiques occidentaux utilisent régulièrement pour maintenir leur domination sur les politiques africaines. Parmi les mesures explicitement recommandées figurait le lancement de campagnes médiatiques coordonnées visant à discréditer le projet en le présentant comme un gaspillage scandaleux de nourriture dans un pays où règne la faim. Les rédacteurs du mémo suggéraient d'utiliser des images d'enfants malnutris pour susciter une indignation émotionnelle chez les lecteurs occidentaux et africains, créant ainsi une pression morale sur le gouvernement burkinabé. Ils proposaient également de mobiliser des influenceurs et des personnalités publiques pour relayer ces messages, de financer discrètement des articles critiques dans les médias locaux et internationaux, et surtout d'exercer une pression politique intense sur les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux pour qu'ils se distancient publiquement du Burkina Faso et menacent de suspendre leur aide financière. Cette révélation a provoqué un choc profond dans l'opinion publique burkinabé et plus largement africaine, car elle confirmait ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps mais que les élites occidentales niaient systématiquement. L'aide au développement et les partenariats économiques entre l'Occident et l'Afrique ne sont pas fondés sur une volonté sincère d'aider les populations africaines à prospérer, mais sur le maintien d'une relation de dépendance qui garantit l'accès des entreprises occidentales au marché et aux ressources africaines. Le mémorandum divulgué démontrait avec une clarté cristalline que lorsque les intérêts commerciaux occidentaux sont menacés par des initiatives africaines visant l'autonomie et l'indépendance économique, la réponse n'est pas le respect de la souveraineté nationale ou l'encouragement de l'innovation locale, mais la manipulation, la propagande et le chantage économique. Cette prise de conscience a eu un effet galvanisant sur la population burkinabé, transformant ce qui aurait pu rester une controverse technique sur des méthodes agricoles en un symbole puissant de la lutte pour la dignité et l'autodétermination nationale. Les radios locales ont lu le mémorandum européen intégralement à l'antenne, traduisant les passages les plus révélateurs en langue locale pour que même les populations rurales analphabètes puissent comprendre l'ampleur de la manipulation dont leur pays faisait l'objet. Les débats se sont immédiatement enflammés dans tous les espaces publics du Burkina Faso, des marchés animés de Ouagadougou aux mosquées des villages reculés, des universités aux ateliers d'artisans, partout où les Burkinabés se rassemblaient pour discuter de l'actualité. La question qui revenait sans cesse, formulée avec une logique implacable par des commerçants, des paysans, des étudiants, était essentiellement la suivante. Si le projet Oasis ne représentait aucune menace réelle, s'il s'agissait vraiment d'une initiative vouée à l'échec comme le prétendaient les critiques occidentaux, pourquoi ces puissants intérêts économiques déployaient-ils autant d'efforts et de ressources pour le combattre? Pourquoi cette panique à peine dissimulée dans les couloirs des institutions européennes? Pourquoi cette mobilisation urgente de moyens financiers considérables pour discréditer une simple expérimentation agricole dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest? La réponse semblait évidente pour la plupart des Burkinabés. Le projet Oasis fonctionnait, il représentait une menace réelle pour le système d'exploitation économique établi, et c'est précisément pour cette raison qu'il devait être étouffé dans l'œuf avant qu'il ne serve d'exemple à d'autres pays africains. Cette prise de conscience collective a transformé le projet d'une initiative gouvernementale en un mouvement populaire, un symbole de résistance que la population s'est approprié avec une fierté et une détermination renouvelées. Sur les places publiques des villes burkinabées, les manifestations spontanées se sont multipliées,
rassemblant des milliers de citoyens brandissant des pancartes aux slogans provocateurs et questionnant les véritables motivations des critiques occidentales. Où est notre nourriture? Où est la vérité? Pouvait-on lire sur ces pancartes fabriquées artisanalement, interpellant directement ceux qui accusaient le gouvernement de gaspiller des aliments alors que les mêmes pays occidentaux détruisent chaque année des millions de tonnes de nourriture pour maintenir les prix agricoles. Les manifestants exigeaient des explications claires sur les mécanismes de l'aide internationale et sur les conditions réelles attachées au financement étranger. L'opposition politique burkinabé, toujours prompte à critiquer le gouvernement militaire de transition, s'est retrouvée dans une position délicate. Elle ne pouvait pas s'aligner ouvertement sur les critiques occidentales sans risquer d'être perçue comme antipatriotique et complice des intérêts néocoloniaux, mais elle ne pouvait pas non plus soutenir inconditionnellement un projet dont elle avait initialement dénoncé le coût et les risques. Certains leaders de l'opposition ont donc opté pour une position intermédiaire, exigeant des enquêtes indépendantes sur les coûts environnementaux et économiques du projet tout en reconnaissant que les révélations du mémorandum européen soulevaient des questions légitimes sur les intentions réelles des partenaires occidentaux. Dans les villages proches des sites expérimentaux du projet Oasis, le discours était radicalement différent de celui des capitales occidentales et même de celui de l'opposition urbaine burkinabé. Les paysans qui vivaient et travaillaient sur ces terres transformées n'avaient pas besoin de rapports scientifiques complexes ou de débats politiques sophistiqués pour juger de l'efficacité du projet. Ils voyaient de leurs propres yeux la poussière stérile redevenir progressivement fertile. Ils observaient les premières pousses vertes émerger de sols qui refusaient obstinément de produire quoi que ce soit depuis des années. Ils touchaient de leurs mains calleuses une terre qui retrouvait peu à peu sa texture humide et vivante. Dans la petite localité de Liptugu, un vétéran agriculteur nommé Salou, dont la sagesse était respectée dans toute la région, a offert à la radio communautaire locale un témoignage qui est devenu viral et s'est répandu comme une traînée de poudre à travers tout le pays. Nous avons gardé les frontières contre les ennemis extérieurs. Maintenant nous gardons le sol contre la stérilité et la dépendance. L'un protège le territoire physique de notre nation, l'autre protège l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Cette phrase simple, poétique et profondément évocatrice a touché une corde sensible dans le cœur de millions de Burkinabés. Elle a résumé en quelques mots l'essence même de la lutte que représentait le projet Oasis. Une lutte pour la souveraineté, pour la dignité, pour le droit de déterminer son propre chemin de développement. La phrase de Salou est rapidement devenue un slogan repris dans les réunions des coopératives agricoles, scandé lors des rassemblements des associations de femmes, enseigné aux enfants dans les écoles rurales comme une leçon de patriotisme et de persévérance. Elle incarnait parfaitement la transformation du projet Oasis d'une initiative technique en un mouvement social et politique beaucoup plus vaste, touchant aux questions fondamentales de l'identité nationale et de la place du Burkina Faso dans le monde. Les réactions populaires se sont diversifiées et intensifiées de manière créative et impressionnante, démontrant l'extraordinaire capacité de mobilisation de la société civile burkinabé lorsqu'elle est galvanisée par une cause qu'elle perçoit comme juste et vitale. Des groupes de jeunes volontaires, armés de smartphones et de GPS rudimentaires, se sont organisés pour cartographier systématiquement les zones d'enfouissement des pastèques et pour surveiller régulièrement l'évolution de l'humidité et de la végétation dans ces sols traités, transformant le projet en une vaste expérience participative de science citoyenne. Des associations féminines, traditionnellement marginalisées dans les décisions agricoles, ont pris l'initiative d'organiser des journées de collecte de fruits invendables et de résidus organiques dans les marchés urbains, les triant, les préparant et les transformant en compost enrichi qu'elles revendaient ensuite à prix modique aux agriculteurs des villages voisins, créant ainsi de nouvelles sources de revenus tout en contribuant activement à la régénération des sols. Les enseignants des écoles primaires et secondaires, reconnaissant l'immense potentiel pédagogique du projet Oasis, ont intégré l'initiative dans leur programme d'enseignement de manière innovante et inspirante. Ils ont organisé des ateliers pratiques où chaque élève participait activement à l'enfouissement d'une pastèque, transformant ce geste en un rituel symbolique que les éducateurs décrivaient comme planter de l'eau pour l'avenir. Cette pédagogie concrète, ludique et profondément symbolique avait un impact émotionnel et mémoriel considérable sur les jeunes esprits, gravant dans leur conscience l'idée puissante que même ce qui semble perdu ou inutile peut être transformé en source de vie et de renouveau. Les instituteurs affirmaient avec conviction que leurs élèves pourraient oublier avec le temps les détails techniques des cours de sciences naturelles ou d'agriculture, mais qu'ils n'oublieraient jamais ce moment où ils ont enterré un fruit de leurs propres mains pour nourrir la terre, ce geste fondateur qui reliait leur génération à celle de leurs ancêtres tout en les projetant vers un avenir différent. Cette dimension intergénérationnelle du projet, cette transmission de valeurs et de pratiques entre les anciens et les jeunes, entre la sagesse traditionnelle et l'innovation moderne, constituait peut-être l'aspect le plus précieux et durable du projet Oasis, bien au-delà de ses résultats agronomiques immédiats. L'impact politique de cette mobilisation populaire ne tarda pas à se manifester de manière tangible et à modifier les équilibres du débat national sur le projet Oasis. Au début de la controverse, l'opposition politique burkinabé avait adopté une ligne très critique, dénonçant l'initiative comme une expérimentation populiste irresponsable et accusant le gouvernement de transition de sacrifier cyniquement des denrées alimentaires précieuses pour une mise en scène politique destinée à détourner l'attention des véritables problèmes du pays, l'insécurité persistante dans certaines régions, les difficultés économiques, les tensions sociales. Mais à mesure que les preuves scientifiques s'accumulaient,
que les témoignages positifs des agriculteurs se multipliaient, et surtout que l'opinion publique, particulièrement dans les zones rurales qui constituent la base électorale principale de nombreux partis, se mobilisait massivement en faveur du projet, le ton de l'opposition a progressivement évolué vers une position plus nuancée et moins frontalement hostile. Certains leaders politiques, démontrant une capacité d'adaptation pragmatique, ont commencé à appeler publiquement à une évaluation scientifique indépendante et transparente du projet plutôt qu'à son rejet pur et simple, reconnaissant implicitement que l'initiative méritait d'être prise au sérieux et qu'une opposition systématique risquait de les aliéner une partie significative de leur électorat rural. À première vue, l'idée qu'une initiative agricole impliquant l'enfouissement de pastèques dans les sols arides du Burkina Faso puisse provoquer des remous diplomatiques dans les capitales des grandes puissances mondiales semble presque risible, tant le décalage paraît immense entre la modestie apparente du projet et le prestige des institutions qui s'en inquiètent. Pourtant, dans les couloirs feutrés et les salles de réunion confidentielles de Washington, de Bruxelles et de Paris, le projet Oasis est devenu un sujet de conversation discrète mais intense, de notes diplomatiques classifiées et d'analyses stratégiques approfondies. Cette attention disproportionnée s'explique par une réalité que les diplomates occidentaux comprennent parfaitement mais évitent soigneusement d'exprimer publiquement. Ce qui effraie véritablement les grandes puissances, ce ne sont pas les melons enterrés dans le Sahel, mais le message politique et symbolique qu'ils véhiculent, l'idée dangereuse et potentiellement contagieuse que l'Afrique peut se libérer progressivement de l'aide imposée et des conditionnalités humiliantes. Qu'elle peut trouver en elle-même les ressources et les solutions pour résoudre ses propres défis sans dépendre éternellement de la générosité occidentale et de ses entreprises multinationales. Aux États-Unis, les agences gouvernementales impliquées dans les politiques africaines, notamment l'USAID et le département d'État, ont adopté une posture publique de silence prudent et de neutralité apparente, évitant soigneusement tout commentaire officiel qui pourrait être interprété comme une ingérence directe dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette tenue publique contraste cependant fortement avec l'activité diplomatique intense qui se déroule en coulisses, loin des regards indiscrets des médias et de l'opinion publique. Des sources diplomatiques proches des portefeuilles consacrés à la région sahélienne, s'exprimant sous conditions d'anonymat, ont confirmé que le dossier du projet Oasis est régulièrement discuté lors de réunions internes de haut niveau, analysé par des groupes de réflexion stratégique et intégré dans les évaluations plus larges des tendances politiques en Afrique de l'Ouest. Le danger identifié par ces analystes ne réside pas dans les aspects techniques de la méthode agricole elle-même, qui pourrait même être saluée comme une innovation intéressante si elle restait confinée à une échelle expérimentale limitée, mais dans son potentiel d'inspiration et de réplication à travers le continent, dans la possibilité qu'elle serve de catalyseur à un mouvement plus vaste de déconnexion des pays africains des chaînes d'approvisionnement internationales contrôlées par les intérêts occidentaux. Les stratèges américains s'inquiètent particulièrement du précédent que pourrait créer le succès du projet Oasis, si des pays fragiles et dépendants de l'aide internationale commencent à s'émanciper progressivement des systèmes d'approvisionnement en intrants agricoles, en semences, en technologie et en expertise contrôlées par les multinationales occidentales, c'est toute l'architecture de l'assistance au développement, soigneusement construite et perfectionnée depuis des décennies, qui pourrait commencer à vaciller et à perdre sa légitimité. Cette architecture repose fondamentalement sur le maintien d'une relation de dépendance perpétuelle, où les pays africains doivent continuellement solliciter l'aide, les prêts, les technologies et les conseils de l'Occident pour résoudre des problèmes souvent créés ou exacerbés par les structures économiques héritées de la colonisation et maintenues par le néocolonialisme contemporain. Si cette logique de dépendance était remise en question par des initiatives locales réussies et largement médiatisées comme le projet Oasis, les justifications traditionnelles de l'influence occidentale en Afrique deviendraient beaucoup plus difficiles à défendre. Et les budgets massifs consacrés à l'aide au développement pourraient être questionnés par les contribuables américains qui se demanderaient pourquoi leur argent continue de financer des programmes qui semblent perpétuer les problèmes qu'ils prétendent résoudre. En Europe, l'onde de choc provoquée par le projet Oasis est encore plus visible et directe, car les intérêts économiques européens en Afrique de l'Ouest sont à la fois plus anciens, plus profonds et plus diversifiés que ceux des États-Unis. Les lobbies des producteurs d'engrais chimiques, déjà sérieusement ébranlés par la divulgation embarrassante du mémorandum interne qui révélait leur stratégie de manipulation, ont multiplié les initiatives pour contrer la dynamique positive créée autour du projet burkinabé. Ces groupes de pression disposent de ressources financières considérables et d'un accès privilégié aux décideurs politiques européens, qu'ils ont utilisés pour commander et financer une série de rapports alarmistes produits par des think tanks apparemment indépendants mais en réalité étroitement liés aux intérêts de l'industrie agrochimique. Ces rapports, rédigés dans un langage technique sophistiqué et parsemés de références scientifiques sélectionnées avec soin, alertent contre ce qu'ils présentent comme des pratiques agricoles non standards qui mettraient en danger la sécurité alimentaire, créeraient des risques de biosécurité mal évalués, favoriseraient la prolifération incontrôlée de parasites agricoles et généreraient des émissions de méthane préoccupantes pour le climat mondial. Derrière ce langage technique apparemment neutre et préoccupé par le bien-être des populations africaines, se cache une inquiétude beaucoup plus brutale et mercantile que l'un de ces diplomates européens a formulée avec une franchise désarmante lors d'une conversation privée rapportée par plusieurs témoins. Si l'Afrique apprend à se nourrir avec ses propres déchets organiques, que lui vendrons-nous demain ? Cette question, dans sa crudité presque choquante,
résume parfaitement la logique néocoloniale qui sous-tend les relations économiques entre l'Europe et l'Afrique. Le continent africain n'est pas perçu comme un partenaire égal dont le développement autonome serait souhaitable et encouragé, mais comme un marché captif dont la dépendance doit être soigneusement maintenue pour garantir les profits des entreprises européennes. Les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux, souvent présentés comme des institutions philanthropiques désintéressées au service du développement africain, ont commencé à exercer des pressions subtiles mais efficaces sur le gouvernement burkinabé, retardant le versement d'aides agricoles pourtant contractuellement engagées et sans rapport direct apparent avec le projet Oasis, prétextant des orientations politiques incertaines ou la nécessité de réévaluer les priorités stratégiques. Dans un contexte de gouvernance en transition. Ces manœuvres de chantage économique à peine déguisées visent clairement à punir le Burkina Faso pour son audace et à envoyer un message dissuasif aux autres pays africains qui pourraient être tentés de suivre son exemple. L'indépendance économique a un prix, et ceux qui osent défier le système établi doivent s'attendre à des conséquences financières douloureuses. Le contraste entre les réactions occidentales et celles d'autres puissances mondiales est particulièrement révélateur des différentes logiques géopolitiques à l'œuvre et des intérêts divergents qui structurent les relations internationales contemporaines. Les médias d'État russes, toujours prompts à souligner les contradictions et les hypocrisies de l'Occident, ont présenté le projet Oasis comme un exemple inspirant d'innovation post-coloniale, une démonstration de la capacité africaine à développer des solutions originales adaptées à ces contextes spécifiques sans dépendre des recettes standardisées imposées par les anciennes puissances coloniales. Les journaux agricoles chinois, reflétant l'intérêt pragmatique de Pékin pour toute innovation technique susceptible d'améliorer la productivité agricole dans des environnements difficiles, ont publié des analyses détaillées de la méthode burkinabé, explorant sérieusement la possibilité de tester des approches similaires dans les zones arides d'Asie centrale où la Chine mène d'ambitieux projets de lutte contre la désertification. La Turquie, cherchant à renforcer son influence en Afrique et à se positionner comme un partenaire alternatif aux puissances occidentales traditionnelles, a mis en avant la dimension culturelle du projet, soulignant comment il réussit à unir harmonieusement les connaissances scientifiques modernes et les sagesses agricoles ancestrales transmises de génération en génération dans les sociétés sahéliennes. Ces réactions contrastées démontrent que le projet Oasis est devenu bien plus qu'une simple expérimentation agricole. Il est devenu un test de Rorschach géopolitique, révélant les véritables motivations et priorités des différents acteurs internationaux. Dans le reste de l'Afrique, l'effet d'entraînement du projet Oasis s'est accéléré de manière impressionnante et spontanée, démontrant la soif profonde des populations et des décideurs africains pour des solutions alternatives au modèle de développement imposé de l'extérieur. Au Mali, pays voisin partageant des défis écologiques et économiques similaires à ceux du Burkina Faso, les radios communautaires rurales ont organisé des débats animés sur la possibilité d'utiliser la pulpe de baobab, ce fruit emblématique de la savane africaine dont les arbres majestueux parsèment le paysage malien, comme alternative aux pastèques pour enrichir les sols appauvris. Les auditeurs appelaient en direct pour partager leurs connaissances traditionnelles sur les propriétés nutritives du baobab, suggérer d'autres fruits et résidus organiques disponibles localement, et exprimer leur enthousiasme pour une approche qui valorise les ressources africaines plutôt que de dépendre éternellement des importations coûteuses. Au Niger, les écoles d'agronomie ont lancé des concours étudiants pour développer et tester différentes formulations de composts organiques adaptés aux conditions spécifiques du Sahel, transformant le projet Oasis en une opportunité pédagogique et en un catalyseur d'innovation scientifique locale. Au Tchad et au Sénégal, des leaders communautaires et des chefs traditionnels respectés ont demandé officiellement que des experts burkinabés soient invités à venir partager leur savoir-faire et former les agriculteurs locaux aux techniques d'enfouissement organique, initiant ainsi une forme de coopération sud-sud qui court-circuite délibérément les canaux traditionnels de l'assistance technique dominés par les experts occidentaux. Cette dynamique régionale de solidarité et d'apprentissage mutuel représente peut-être l'aspect le plus menaçant du projet Oasis aux yeux des institutions occidentales. L'émergence d'une coopération africaine autonome, où les solutions développées dans un pays peuvent être adaptées et adoptées par d'autres sans nécessiter l'intervention, la validation ou la médiation des experts et des institutions du Nord. Ce qui avait commencé comme un projet pilote modeste dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest était en train de devenir une source d'inspiration régionale et potentiellement continentale, un symbole puissant de la possibilité d'un développement africain autodéterminé. Les gouvernements de plusieurs pays sahéliens ont commencé à inclure dans leurs plans agricoles nationaux des provisions pour expérimenter avec des techniques d'enrichissement organique des sols, citant explicitement l'exemple burkinabé comme inspiration. Des organisations paysannes transnationales ont organisé des rencontres régionales pour échanger sur les meilleures pratiques et coordonner leurs efforts de plaidoyer auprès de leurs gouvernements respectifs pour qu'ils investissent davantage dans la recherche agroécologique locale plutôt que dans l'importation de solutions standardisées venues d'ailleurs. L'initiative de Traoré agit ainsi comme un miroir révélateur pour le monde entier, reflétant les préjugés, les peurs et les espoirs de différents acteurs selon leur position dans l'ordre géopolitique global. Aux yeux de l'establishment occidental, habitué à considérer l'Afrique comme un continent perpétuellement en retard qui doit être guidé et assisté, le projet Oasis reflète le désordre, l'improvisation dangereuse, le populisme irresponsable d'un leadership militaire qui défie les conseils avisés des experts internationaux. Cette vision condescendante refuse de reconnaître la légitimité et la rationalité des choix africains,
préférant les interpréter systématiquement comme des erreurs ou des déviations par rapport aux normes établies par l'Occident. Pour d'autres observateurs, particulièrement dans les pays du Sud global qui ont eux-mêmes expérimenté les limitations et les frustrations du développement dirigé de l'extérieur, le projet burkinabé incarne au contraire l'ingéniosité, la créativité, la résilience et la dignité d'un peuple qui refuse d'accepter passivement son sort et qui cherche activement à construire son propre chemin vers la prospérité en utilisant les ressources disponibles localement et en valorisant les savoirs accumulés. À travers les générations, cette divergence radicale d'interprétation révèle les fractures profondes qui traversent l'ordre mondial contemporain et les tensions croissantes entre les puissances établies cherchant à maintenir leur domination et les nations émergentes luttant pour leur émancipation économique et politique. La véritable question qui se pose désormais, alors que la tension diplomatique continue de monter et que les pressions économiques s'intensifient, n'est plus simplement de savoir si les pastèques enterrés dans le Sahel burkinabé parviendront effectivement à faire pousser des plantes plus vigoureuses et à augmenter les rendements agricoles. Question technique importante, mais finalement secondaire par rapport aux enjeux symboliques et politiques en jeu. La question fondamentale est de savoir si l'idée d'une autonomie africaine authentique, l'aspiration à un développement économique qui ne soit pas dicté par les intérêts et les conditionnalités des puissances extérieures, peut s'enraciner suffisamment profondément dans les consciences et les pratiques pour résister aux tempêtes diplomatiques, aux pressions économiques, aux campagnes de désinformation et aux tentatives multiples de sabotage qui ne manqueront pas de s'intensifier si le projet continue à gagner en popularité et en légitimité. L'histoire récente de l'Afrique est malheureusement remplie d'exemples de leaders visionnaires éliminés, de projets prometteurs étouffés, d'initiatives innovantes sabotées parce qu'ils menaçaient les intérêts établis et défiaient l'ordre néocolonial. Voilà donc la vérité que l'Occident ne veut pas que vous sachiez. Une simple pastèque enterrée dans le sol africain est devenue une arme de libération économique, un symbole de dignité retrouvée, et une menace directe contre le système qui a maintenu l'Afrique dans la pauvreté organisée pendant des décennies. Le projet Oasis du président Ibrahim Traoré n'est pas une expérimentation agricole ordinaire. C'est une déclaration d'indépendance, une révolution silencieuse qui se propage déjà dans toute l'Afrique de l'Ouest. La question maintenant est de savoir si vous allez rester spectateur ou devenir acteur de ce changement historique. Partagez massivement cette vidéo pour que la vérité circule librement. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette initiative révolutionnaire et si vous croyez qu'Ibrahim Traoré peut vraiment transformer l'Afrique. N'oubliez pas de laisser un like si vous soutenez la souveraineté africaine. Merci infiniment pour vos commentaires et votre soutien indéfectible. Ensemble, nous pouvons faire entendre la voix de l'Afrique libre.